Le son de la cuillère tombant sur le sol de la cuisine résonne avec la pression qui traverse la poitrine de Thomas Beaumont. Il a 42 ans, costume impeccable encore porté à 7 heures du matin, et s'effondre maintenant près du plan de travail en marbre tandis que la douleur irradie dans son bras gauche comme du feu sous la peau. L'air manque. La vue s'obscurcit. La pression dans sa poitrine est un poing fermé qui serre sans pitié. Claire apparaît de la buanderie avec Hugo dans les bras et se fiche pendant une seconde éternelle avant d'agir. Elle a 26 ans, les mains calleuses de quelqu'un qui a travaillé à l'hôpital comme aide-soignante. Et la formation de base aux premiers secours qu'elle a reçue à l'époque revient comme un réflexe. Elle pose le bébé dans le parc, court vers Thomas, desserre sa cravate avec des doigts tremblants mais fermes, élève ses jambes en utilisant les coussins du canapé, crie au téléphone pour demander une ambulance. Léa apparaît en courant de la chambre, cheveux ébouriffés, uniforme scolaire à moitié mis. « Papa !» Sa voix est un cri fin, terrifié, et Claire doit tenir la fillette par les épaules pour l'empêcher de se jeter sur Thomas. « Léa, écoute, il va bien aller. Mais tu dois rester calme maintenant, d'accord? Va avec Hugo. Reste avec lui. » La fillette obéit en sanglotant, et la maison qui, pendant des semaines, était remplie de rires et d'odeurs de café, pâlit maintenant de peur. La sirène approche. Claire ne lâche pas la main de Thomas, qui respire court, en sueur, pâle. « Tiens bon, tiens encore un peu. » Il essaie de parler, mais ne peut pas. Ses lèvres bougent sans son. Dans ses yeux se reflète la panique, mais aussi autre chose. Le regret. La peur de perdre tout ce qu'il vient à peine de trouver. Les ambulanciers font irruption. Professionnels, efficaces. Ils le stabilisent, posent une perfusion, préparent le transport. Claire leur donne toutes les informations. Médicaments, allergies, antécédents. Êtes-vous sa femme? Oui. Le mot sort sans hésitation. Ferme. Définitif. À l'hôpital, 3 heures plus tard, le diagnostic arrive avec la froideur technique d'un cardiologue fatigué. Infarctus léger, stress chronique, alimentation irrégulière, surmenage. Les artères avaient donné un avertissement. La prochaine fois pourrait être trop tard. Thomas s'est allongé sur le brancard, perfusion au bras, électrode collée sur la poitrine, et tout ce qu'il parvient à penser, c'est Léa pleurant dans la cuisine. Comment est-il arrivé jusqu'ici? Pour comprendre, il faut revenir 6 semaines en arrière. Thomas Beaumont quitte le siège de l'entreprise à 9 heures du soir, épuisé après une réunion qui s'est terminée en dispute voilée sur des objectifs impossibles. Il est vice-président des opérations, gagne plus de 20 000 € par mois, vit seul dans une maison de 3 étages dans le 16e arrondissement de Paris et ne se souvient pas de la dernière fois où il a conversé avec quelqu'un pendant plus de 5 minutes sans que ce soit au sujet de profit ou de perte. Au lieu d'appeler son chauffeur, il décide de marcher. L'air est lourd, mais n'importe quoi vaut mieux que d'entrer dans cet appartement vide. La maison avec ses hauts plafonds et ses meubles impeccables ressemble à un mausolée. Belle, chère, morte. C'est près d'un supermarché de quartier qu'il s'arrête. Une fillette est debout sur le trottoir. 6 ans, tout au plus. Cheveux attachés en 2 tresses sordues, vêtements propres mais usés, et dans les bras un bébé enveloppé dans une couverture abîmée. Elle le regarde avec un sérieux qui ne correspond pas à son âge. « Monsieur, pourriez-vous me prêter de l'argent pour acheter du lait? Je vous le rendrai quand je serai grande. » Thomas cligne des yeux, désarmé. « Du lait? Pour mon frère. Il a faim. » Elle parle comme quelqu'un habitué à négocier, comme quelqu'un qui sait que la vie coûte cher et que les promesses doivent être claires. Quelque chose remue en Thomas. Un souvenir ancien. Lui-même, à 7 ans, frappant aux portes des voisins parce que son père avait bu tout l'argent du marché. La honte, la faim, la froideur dans les yeux des adultes qui se détournaient. « Viens avec moi. » Il entre dans le supermarché avec la fillette derrière lui, prend un chariot et le remplit de lait, couches, petits pots, pain, fruits, fromage, yaourt. La caissière regarde avec méfiance la petite fille avec le bébé, mais ne dit rien. Thomas paie tout en silence. 60 €, rien.
des miettes de son salaire mensuel. Léa le regarde avec des yeux grands ouverts. Tout ça? Tout ça. Je vous le rendrai. Quand je serai grande, je vous le rendrai. Ce n'est pas nécessaire. Ils sortent. Thomas porte les sacs et accompagne la fillette pendant un pâté de maison. Elle tourne à gauche vers la Seine. Il s'étonne. Il la suit de loin, poussé par une curiosité qu'il ne peut expliquer, et il voit. Sous le pont, entre des cartons et des bâches déchirées, gît une jeune femme. Pâle, toussant, tremblant de froid malgré la veste qu'elle porte. Léa court vers elle avec le bébé dans les bras. Thomas reste debout au coin, invisible dans l'ombre, observant la scène. La femme prend le bébé, embrasse son front, puis celui de Léa. Elle ouvre les sacs et pleure. Pas fort, pas théâtralement, juste des larmes silencieuses de soulagement. Il rentre chez lui et ne peut pas dormir. L'image des 3 personnes sous le pont le poursuit. La dignité dans la voix de Léa, l'épuisement dans les yeux de la mère. Le bébé, innocent et vulnérable. Le lendemain matin, il revient, avec plus de sacs, avec des couvertures, avec un plan qu'il n'a pas complètement pensé. La femme est réveillée, méfiante. Elle rapproche Léa d'elle. « Qu'est-ce que vous voulez? »« Aider. »« Pourquoi? »« Parce que je peux. » Silence. Long, tendu silence. « Je n'ai pas besoin d'aumône. » Ce n'est pas de l'aumône. C'est une opportunité. Quelle opportunité? Thomas respire profondément. Ce qu'il est sur le point de dire va changer sa vie. Il le sait. Venez chez moi. Vous et les enfants. J'ai de l'espace, plus que suffisant. Vous pouvez rester jusqu'à ce que vous vous remettiez. La femme le regarde comme s'il avait parlé une autre langue. Vous nous offrez de vivre chez vous? Oui. Pourquoi feriez-vous ça? Parce que personne ne devrait vivre dans la rue, surtout pas des enfants. Claire secoue la tête. Vous ne me connaissez pas, vous ne savez rien de moi. Alors racontez-moi. Et elle le fait. Après beaucoup d'hésitation, elle raconte son histoire. Elle avait 26 ans, était aide-soignante dans un hôpital, a perdu sa mère il y a 2 ans, n'a plus de famille. Le père d'Hugo a disparu quand il a appris la grossesse. Elle a perdu son emploi, perdu la chambre qu'elle louait, s'est retrouvée dans la rue avec Léa et le nouveau-né. Pourquoi n'allez-vous pas dans un foyer? Parce que je ne fais pas confiance. Ils fouillent un tout. Parfois, ils séparent mère et enfant, ils touchent à nos affaires. Et il y a des gens qui font de mauvaises choses là-dedans. Je préfère la rue. Au moins ici, je sais d'où vient le danger. Thomas comprit, plus qu'elle ne le savait. Et pour la première fois, depuis des années, il ressentit quelque chose de plus que de la fatigue. Il ressentit de la responsabilité. Il ressentit un but. Venez avec moi, juste pour cette nuit. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, vous pourrez partir demain. Claire regarde Léa, regarde Hugo, regarde les sacs de nourriture et prend une décision. Juste pour cette nuit. Ils empaquettent leurs quelques possessions, 2 sacs à dos, une couverture, quelques vêtements. C'est tout ce qu'ils possèdent. Le chemin vers la maison est silencieux. Léa tient la main de Thomas. Claire porte Hugo, Tom porte les sacs. Quand ils arrivent devant l'imposante maison, Claire retient son souffle. « Vous vivez ici? »« Oui. »« Seul? »« Oui. » Elle ne peut pas le croire. Tout cet espace, tout ce vide, toute cette solitude. Thomas leur montre les chambres d'amis, propres, grandes, chaudes. Claire pleure quand elle voit le vrai lit. La première nuit est étrange. Claire ne peut pas dormir. Elle est habituée à être vigilante. Chaque bruit est un danger potentiel. Mais ici, il n'y a que le silence estomac. Un silence sûr, chaud. Le matin, elle se réveille tôt. Elle trouve Thomas dans la cuisine, préparant du café. « Bonjour. »
Bonjour. Silence. Je devrais partir. Pourquoi? Parce que je n'ai pas ma place ici. Thomas se tourne vers elle. Qui dit ça? La réalité? Regardez cette maison, regardez-moi. Je vois une mère qui fait tout pour ses enfants. Je vois quelqu'un de plus fort que la plupart des gens que je connais. Claire secoue la tête. Vous ne me connaissez pas. Alors, laissez-moi vous connaître. Restez. Juste une semaine de plus. Donnez-vous le temps de vous rétablir. Et elle reste. Une semaine devient deux. Deux deviennent quatre. Les semaines suivantes sont étranges. Thomas continue de partir tôt et de rentrer tard. Claire s'occupe de la maison, cuisine, organise. Elle se sent inutile sans rien faire, alors elle assume les tâches ménagères. Thomas ne proteste pas. Léa va pour la première fois de sa vie à l'école, inscrite par Thomas de manière discrète. Il paie les frais de scolarité, achète l'uniforme, les livres, le matériel. Léa est bouleversée. Je vais vraiment à l'école? Oui. Comme les autres enfants? Comme les autres enfants. Elle l'étreint si fort qu'il peut à peine respirer. Hugo rampe dans le salon, renversant les coussins. Peu à peu, la maison prend vie. Les pièces, qui pendant des années étaient vides et froides, se remplissent de rires, de cris, du chaos de la vie. Thomas commence à rentrer plus tôt à la maison. 7 heures du soir. 6h30. 6 heures. Ses collègues et aunties sont surpris. Thomas Beaumont, l'homme qui partait toujours en dernier, quitte maintenant le bureau à l'heure. Tu as une petite amie, Thomas? Il sourit seulement. Quelque chose comme ça. Il s'assoit pour dîner à table. Claire lui sert son assiette sans demander. Il y a une routine, une familiarité qui s'est développée naturellement. Léa raconte l'école. Aujourd'hui, la maîtresse m'a appris à écrire mon prénom. Regarde, elle montre le cahier. Léa. Avec des lettres tordues mais lisibles. Thomas sourit. C'est magnifique. Vous savez écrire le vôtre? Oui. Vous m'apprenez? Il prend le stylo et écrit Thomas Beaumont. Léa le copie dans le cahier. Lentement, concentré, avec le bout de la langue sorti en concentration enfantine. Voilà. Maintenant, je sais écrire le nom de papa. Claire se fige. Thomas aussi. L'air dans la pièce devient plus dense. Léa. Quoi? Vous n'êtes pas mon papa? Non, je suis... Il regarde Claire, perdue. Elle détourne le regard. Léa fronce les sourcils, confuse par la tension soudaine. Mais vous prenez soin de nous. Vous nous donnez à manger. Vous payez l'école, n'est-ce pas ce que fait un papa? Thomas sent un nœud dans la gorge. Ses yeux brûlent. Si? Alors? Et elle continue à manger comme si elle avait résolu la question, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Thomas va se coucher cette nuit-là avec le cœur serré. Serré mais pas mal. Serré de signification, de responsabilité, d'amour qu'il n'attendait pas. Et pour la première fois peu à peu depuis des années, il ressent quelque chose qui ressemble au bonheur. Mais 2 semaines plus tard, un samedi matin, il prépare du café quand la douleur arrive, soudaine, violente, comme un éclair traversant sa poitrine. Il laisse tomber la cuillère. Claire court de la buanderie. Léa crie et tout s'effondre. À l'hôpital, des heures plus tard, Claire est assise dans la salle d'attente. Léa dort sur ses genoux. Hugo dort dans la poussette. Elle n'a pas pleuré, pas devant les enfants. Mais maintenant, seule avec ses pensées, elle sent la panique monter. Que se passera-t-il si Thomas meurt? Où iront-ils? Retour sous le pont? Retour au froid? À la faim? À l'incertitude? Mais plus que ça, elle le regrettera. L'homme qui les a sauvés, qui leur a donné un foyer, qui a laissé Léa l'appeler papa. Le docteur Dubois sort. Claire bondit. Comment va-t-il? Stable. L'infarctus était léger, mais c'était un sérieux avertissement. Il doit changer radicalement son mode de vie, moins de stress, meilleure alimentation, plus de repos.
Puis-je le voir? Oui, mais seulement vous. Les enfants doivent attendre. Claire entre dans la chambre. Thomas est dans le lit, pâle mais éveillé. Quand il la voit, il essaie de sourire. Salut! Salut! Elle s'assoit près de lui, prend sa main. Tu m'as fait peur. Pardon. Ne fais plus jamais ça. Je vais essayer. Silence. Puis, d'une voix tremblante. Thomas, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Il serre sa main. Tu n'as pas à être sans moi. Mais si jamais... Pas de si, je suis là, et je vais rester, pour vous. Les larmes coulent sur les joues de Claire. Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi t'importons-nous tant? Thomas la regarde longuement. Puis il dit la vérité qu'il porte depuis des semaines. Parce que vous avez sauvé ma vie. Quoi? Avant de vous rencontrer, j'étais mort. Je vivais, mais j'étais mort. J'avais tout et rien à la fois. Et puis j'ai rencontré Léa. Et toi. Et Hugo. Et soudain la vie avait un sens. Claire pleure ouvertement maintenant. Nous n'avons rien. Nous ne sommes rien. Vous êtes tout. Un mois plus tard, Thomas est à la maison. Rétabli, prudent. Il travaille moins. Mange mieux. Dort plus. Et est plus heureux que jamais. Un dimanche après-midi, il est avec Léa dans le jardin. Elle plante des fleurs, des tulipes colorées qu'elle a choisies elle-même. Papa, je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Tu étais heureux avant qu'on arrive? Thomas hésite. La question est plus complexe que Léa ne peut l'imaginer. Je pensais l'être. Et maintenant? Maintenant, je sais que je ne l'étais pas. Pourquoi? Parce que le bonheur, ce n'est pas avoir de l'argent, c'est avoir des gens. C'est avoir toi, Hugo et ta maman. Léa sourit largement. Alors, on t'a rendu heureux? Oui, vous l'avez fait. C'est bien, parce que tu nous as rendus heureux aussi. Thomas sent ses yeux brûler. Il attire Léa dans une étreinte. Ce soir-là, après que Léa s'endorme, il s'assoit avec Claire dans le salon. Hugo est dans son berceau. La maison est silencieuse, paisible. Je voulais te parler. Claire le regarde avec tension. Chaque fois que quelqu'un dit « il faut qu'on parle », c'est rarement bon. De quoi? De vous? De nous? Thomas, si tu veux qu'on parte, non, ce n'est pas ça, tout le contraire. Silence. Thomas rassemble son courage. Je voulais adopter Léa et Hugo, légalement, leur donner mon nom, assurer leurs droits pour qu'ils soient toujours en sécurité même s'il m'arrive quelque chose. Claire se fige. Ses yeux s'ouvrent largement. Tu es sérieux? Oui. Mais seulement si tu veux. Tu es leur mère. Je ne veux pas t'enlever ça. Je veux juste appartenir officiellement. Je veux pouvoir les protéger, légalement, pour toujours. Claire s'essuie les yeux avec le dos de la main. Je ne sais pas quoi dire. Dis oui. Elle rit en pleurant. D'accord. Oui. Oui. Thomas sourit, soulagé. Et puis, rassemblant tout son courage, il continue. Et il y a autre chose. Quoi? Je voulais t'épouser. Claire ouvre grand les yeux. Quoi? Me marier. Officiellement. Pour qu'on soit une vraie famille, dans tous les sens. Claire secoue la tête incrédule. Thomas, tu me connais à peine. Je te connais. Je sais que tu es forte, je sais que tu es courageuse, je sais que tu ferais n'importe quoi pour tes enfants, et je sais que je t'aime. Les mots restent suspendus dans l'air, lourds, significatifs, irrévocables. Tu m'aimes? Oui, je t'aime, depuis longtemps. Claire ferme les yeux, les larmes coulent sur ses joues. Moi aussi je t'aime. Alors? Alors oui, je vais t'épouser. Ils s'embrassent, pour la première fois, doux, tendre, plein de promesses. Le mariage a lieu 3 mois plus tard, petit, intime, seulement des amis proches. Léa, c'est la demoiselle d'honneur.
Hugo dort pendant la majeure partie de la cérémonie, et Claire, dans une robe blanche simple, ressemble à une reine. Quand Thomas la voit marcher dans l'allée, il pleure, ouvertement, sans honte. L'adoption est finalisée 6 mois plus tard. Léa Beaumont. Hugo Beaumont. Officiel. Légal. Pour toujours. Le jour où les papiers arrivent, Thomas convoque une réunion de famille. Léa, Hugo, venez ici, les enfants s'accourent. Léa curieuse. Hugo chancelant sur ses petites jambes. J'ai quelque chose pour vous. Il montre les documents. Léa ne peut pas encore tout lire, mais elle comprend. Ça veut dire, tu es officiellement notre papa maintenant? Ouais. Pour toujours? Pour toujours? Léa se jette dans ses bras. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, ma chérie. Les années passent. Léa grandit. Hugo grandit. La famille Beaumont s'épanouit. Thomas change fondamentalement ses priorités. Il accepte un poste moins stressant dans l'entreprise. Il gagne moins, mais vit plus. Il rentre à la maison tous les jours à 6 heures. Il a les week-ends libres. Il prend des vacances. Ses collègues le considèrent fou. Thomas Beaumont, l'accro au travail, établit maintenant des priorités. Mais Thomas s'en fiche. Il sait ce qui est important. Un après-midi, Léa rentre de l'école excitée. « Papa, papa, aujourd'hui la maîtresse nous a demandé de dessiner notre famille. »« Et tu as dessiné? »« Oui, regarde. » Elle montre son cahier. Là sont les 4, colorés, heureux, main dans la main. En dessous, la maîtresse avait écrit « Félicitations, Léa, ta famille est magnifique. » Thomas sourit. « C'est vrai? Et tu sais quoi encore? J'ai raconté à la maîtresse que tu m'as trouvé dans la rue et que tu m'as adopté, et elle a dit que tu es un héros. » Thomas secoue la tête. « Je ne suis pas un héros, Léa. J'ai juste fait ce qui était juste. » Alors faire ce qui est juste, c'est être un héros. Il n'a pas de réponse à ça. Il étreint juste sa fille et remercie en silence pour le jour où elle lui a demandé du lait sous le pont. Le soir, après que les enfants dorment, Thomas est dans le salon regardant les photos au mur. L'évolution de la famille Beaumont y est documentée. Photos du premier jour dans la maison, photos du mariage, photos de l'adoption, photos d'anniversaire, de sortie, de dimanche à la maison. Claire s'assoit près de lui. « À quoi penses-tu? » À la vitesse à laquelle la vie peut changer. Pour le mieux? Beaucoup mieux. Elle appuie sa tête sur son épaule. Je pense à ça aussi. Comment ce serait si tu ne t'étais pas arrêté ce jour-là? Si tu étais simplement passé? Si tu n'avais pas aidé? On ne serait pas ici. Non, on ne le serait pas. Silence agréable. Thomas? Merci d'avoir été si persévérant. Il rit doucement. Merci d'avoir fait confiance. Ils restent entre la main. Ensemble, en silence, pendant que la maison respire autour d'eux. Le tic-tac de l'horloge. Le doux murmure du chauffage, les sons de la vie. Et dehors à Paris, la ville reste bruyante, chaotique, indifférente. Les gens passent pressés. Les lumières clignotent, la vie continue. Mais ici, à l'intérieur, dans cette maison qui était autrefois vide et déborde maintenant de vie, la famille Beaumont est complète. Et cette nuit-là, après que tous dorment, Thomas est sur la terrasse, regardant les étoiles et pensant à tout ce qui s'est passé depuis cette nuit sous le pont. Il aurait pu passer. Il aurait pu ignorer Léa. Il aurait pu aider une fois et oublier. Mais il ne l'a pas fait. Il s'est arrêté. Il est revenu. Il a persisté. Et cela a tout changé. Pas seulement pour Claire, Léa et Hugo, pour lui aussi. Parce qu'à la fin, celui qui a été sauvé n'était pas seulement la famille qui vivait dans la rue. C'était lui, l'homme riche, solitaire, vide, qui vivait dans un palais mais existait dans un désert, qui a trouvé dans la rue ce qu'il n'a jamais trouvé à la banque, dans l'entreprise, dans la maison. Il a trouvé l'amour, il a trouvé un but, il a trouvé une famille, et il s'est trouvé lui-même. Et maintenant, 3 ans plus tard, regardant sa maison pleine de vie, de bruit et d'amour, Thomas Beaumont sourit.
Parce que finalement, après 42 ans, il sait ce que signifie vivre. Et vivre, c'est ça. C'est le rire de Léa dans le jardin. Ce sont les premiers pas d'Hugo. C'est la main de Claire dans la sienne. C'est le petit déjeuner du dimanche qui dure trop longtemps. Ce sont des histoires du soir et des anniversaires d'enfants et des jours normaux, beaux, chaotiques. Vivre, c'est la famille Beaumont, pour toujours.